cette action que vous avez initiée, monsieur l'ambassadeur, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense que ça va déclencher petit à petit une action une action pour entreprendre vraiment quelque chose contre ces discriminations, donc aussi pour pouvoir conduire ces gens-là devant les tribunaux et qu'ils répondent de leurs actes. Sinon, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix au Rwanda. Et c'est à nous vraiment de, de, de clamer haut et fort qu'il y a eu aussi un génocide de Hutus perpétré par le FPR Kagame Imotani. Et cela ne fait pas de nous des négationnistes, puisque nous savons bien qu'il y a eu un génocide de Tutsis. Et moi, je me dis, je m'adresse surtout au FPR, je leur dis, quand vous, le FPR Kagame, vous proposerez à tous les enfants du Rwanda la prise en considération de toutes les souffrances des humains à travers l'histoire, sans quantification, sans qualification. Quand vous, le FPR, vous aiderez le peuple rwandais véritablement à se construire dans le respect de l'autre. Quand vous, le FPR, vous donnerez des promesses de protéger tous les opprimés, toutes les femmes opprimées, tous les déshérités, tous les enfants déshérités, et en général, quand vous, le FPR, je saurai ce que vous n'êtes pas. Quand vous, le FPR, ne serez plus ce que vous êtes. Le peuple rwandais, dans son entièreté, cessera d'être en deuil de leur pays tant chéri. Un petit mot, en une phrase, dire que pourquoi la mémoire doit exister, parce que l'existence d'une mémoire, c'est pour la lutte contre l'oubli. Une mémoire doit être véritablement partagée. D'ailleurs, la grandeur d'un pays, c'est d'assumer toute son histoire avec ses pages glorieuses, mais aussi sa part d'ombre. Notre histoire est celle d'une nation rwandaise et pas pour une partie de la population rwandaise. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Fidèles auditrices et auditeurs de la Voix des Grands Lacs, bonjour, bienvenue dans nos studios. Aujourd'hui, nous parlerons des violations des droits de l'homme au Rwanda. Nous parlons plus spécifiquement du cas de Kyuma Hassan, un journaliste qui est aujourd'hui en prison depuis un peu plus d'1 an, pour tout simplement avoir osé faire de reportages auprès de la population la plus pauvre, avoir révélé justement la pauvreté qui gangrène la société rwandaise actuelle, alors que le gouvernement chante le succès absolu, dit que le Rwanda est devenu un Singapour d'Afrique. Et donc, nous allons voir de plus près pourquoi Kyuma Hassan a été arrêté, torturé, emprisonné, et qu'il est toujours en prison sans raison valable. Nous, à Ishema TV, nous sommes déterminés à nous sacrifier pour donner une voix au peuple. Ces mots sont ceux de Kyuma Hassan Dieudonné, journaliste rwandais indépendant et créateur de la chaîne YouTube Ishema TV. Ces mots sont devenus aussi emblématiques que celui qui les prononce de façon si naturelle dans tous ses reportages. Et ce n'est pas seulement un slogan. C'est une véritable mission qu'il s'est donnée et qu'il remplit tous les jours à travers des reportages qui nous emmènent découvrir l'autre Rwanda, celui de la pauvreté, celui des gens laissés pour compte, mais aussi celui des voix indépendantes des personnalités critiques du régime.
Grâce à Kiyuma Hassan Dieudonné et à Ishema TV, les internautes du monde entier découvrent la vie des quartiers défavorisés de Kigali, les souffrances des sans-abri, les histoires de femmes victimes de violences sexuelles, les veuves qui se battent seules pour sauver leurs biens ou sortir leurs enfants de la misère, les travailleurs journaliers frappés par la crise, les jeunes désœuvrés. Il est un des rares journalistes à avoir couvert l'enterrement du jeune chanteur chrétien Kizito Mihigo, mort brutalement en février 2020 entre les mains de la police. Son charisme, sa simplicité et son professionnalisme lui ont fait gagner le respect de ses collègues et du public, faisant de lui l'une des voix les plus écoutées et les plus suivies sur la toile. Chacun des sujets qu'il traite nous touche et nous appelle à agir pour changer une situation inacceptable, mettre fin à la corruption, dénoncer l'injustice, l'indifférence, décrier l'impunité. Protégeons la liberté de la presse. Protégeons le droit à l'information. Protégeons les droits de Kiyuma Hassan Dieudonné, Ishema TV. Dans un deuxième temps, nous allons parler de la commémoration du génocide contre les Hutus commis par le FPR depuis le 1er octobre 1990. Bien, Madame Chantal Moutega, vous avez accepté d'être notre invitée de ce jour. Bienvenue dans nos studios et je vous invite donc à prendre la parole, à vous adresser à notre public, à vous présenter si vous le souhaitez encore une fois. Et puis, on va commencer l'émission et engager l'entretien. À vous, Madame. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney. Bonjour. C'est vraiment un plaisir d'être invité encore une fois à la Voix des Grands Lacs. Donc, je vous salue et mes salutations s'adressent également à toute l'audience de la Voix des Grands Lacs en particulier et à toutes les Rwandaises et tous les Rwandais et tous les amis du Rwanda en général. Je suis Chantal Moutega, je suis politicienne, je suis commissaire à l'information et porte-parole du parti CNRD-FLN. Mais je suis dans ce cadre-là en tant que Rwandaise qui suit de près ce qui se passe dans son pays. Comme vous venez de le dire, vous m'avez invité pour qu'on parle à peu près sur la violation du droit d'expression, droit de presse, droit d'opinion dans tous les secteurs. Le Rwanda, c'est connu, ce n'est plus un secret à personne que le Rwanda commet des atrocités, bafoue, viole les droits de l'homme. Et n'oublie pas que, oui, comme je disais, que ce n'est plus un secret pour personne. Il y a dernièrement monsieur Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch, avait déclaré dans un communiqué, je le cite, « L'absence de réaction face à l'épouvantable bilan des droits humains au Rwanda n'a fait qu'encourager les responsables de ce pays sur la voie des abus, même au-delà de ses frontières. » Donc, c'est ce qu'il a déclaré il n'y a pas longtemps, c'est cette année-ci. Et M. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain ayant les affaires extérieures dans son portefeuille, lors de sa visite dernièrement à Kigali, je pense au mois de juin ou juillet, je crois, il a également, lors d'une conférence de presse, il a déclaré ceci. Il a dit, nous pensons que les gens dans tous les pays devraient pouvoir exprimer leurs opinions sans peur d'intimidation, d'emprisonnement, de violence ou de toute autre forme de répression. C'est dans ce cadre aussi qu'il a abordé le cas de Paul Rusesabagina, résident permanent aux États-Unis, mais qui est pour le moment incarcéré au Rwanda et purge une peine de 25 ans, une peine de prison de 25 ans. Ouais. Donc, c'est pour montrer que, d'ailleurs, c'est à noter que le Rwanda occupe le 136e rang sur 180 dans le classement mondial de 2022 de la liberté de la presse
de Reporters sans frontières. Donc, il y a des rapports par-ci, par-là. D'ailleurs, j'ai consulté aussi CLEAR, Centre de lutte contre l'impunité, contre l'injustice et l'impunité au Rwanda. Il y a d'autres rapports qui attestent ce qui se passe au Rwanda, mais la communauté internationale, ce n'est pas leur problème, ils se tuent. Mais c'est pour ça que je dis, c'est à nous, les Rwandaises, nous les Rwandais, qui devrions mettre fin aux abus des FPR. Parce que le FPR ne recule devant rien. Donc, la vie d'un être humain pour le FPR, la vie d'un Rwandais, est comme celle d'une mouche. Mais nous ne cesserons jamais de dénoncer ces atrocités. Je le dis parce qu'il y a des gens dernièrement qui me disaient « Oh, vous répétez toujours la même chose ». Mais mon message à ces gens-là, c'est que nous savons que le FPR tue, emprisonne, torture chaque jour et croit que nous allons nous concentrer aux cas récents et oublier les anciennes victimes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient déclaré quand ils venaient de tuer Kizito Mihigo. Ils ont dit, dans un mois ou deux, ils auront oublié. Donc, les gens qui se plaignent qu'on répète toujours ces victimes, c'est que nous ne les oublions pas, nous les vivons, nous vivons tout ce qui arrive. Et ce n'est pas parce qu'il y a des cas récents que nous allons ne plus parler des anciens cas. Non. Donc, j'y reviens. Quand Loïs Mouj, directeur pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch, disait que le Rwanda commet des abus, même au-delà de ses frontières. Les exemples ne manquent pas. On se rappelle en septembre l'année dernière, 2021, le cas de Revocat Karemangingo, un réfugié rwandais qui a été assassiné près de son domicile au Mozambique, je crois, oui, au Mozambique. Bon, il y a le cas ancien de Setsenda Shonga, ancien ministre de l'Intérieur de juillet 94 à août 95, donc sous le régime de FPR, qui a été assassiné à Nairobi. Le même cas de colonel Lizinde Théoneste, également assassiné à Nairobi. Il y a le cas de Patrick Karegeya, étranglé dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Donc, je parle des atrocités, des actes, des abus que le Rwanda commet au-delà des frontières. Il y a le cas de Calixte Nsabimana, alias Sankara. Il y a le cas de Paul Rusesabagina. Donc, le Rwanda dépasse son territoire pour aller commettre des atrocités en dehors dans le monde entier. Donc, on assiste vraiment au Rwanda à un contrôle de toute la sphère politique, la sphère économique, la sphère diplomatique. Et tout ça conduit au rétrécissement de l'espace démocratique au Rwanda. Et pour illustrer, surtout dans le domaine, dans la sphère politique, je peux parler de chaque fois qu'il y a des élections, il y a aussi des emprisonnements. Vous vous rappelez, en 2003, il y a un certain Théoneste Niteyeka qui voulait se présenter au présidentiel de 2003. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est en prison. En 2010, Madame Victoire Ingabire, qu'est-ce qui lui est arrivé? En prison. Maître Bernard Ntaganda, je crois aussi il voulait se présenter au présidentiel de 2010. Il a été aussi en prison. Et n'oublie pas récemment les dernières élections, mademoiselle Diane Shimabigara, ce qui lui est arrivé et toute sa famille. Donc, tout ça pour montrer que l'FPR vraiment veut encadrer tout, c'est comme un vautour qui protège sa proie et avec tous les moyens, il ne recule devant rien. Et parlant de Victoire Ingabire et son parti d'Alpha Omorinzi, qui dernièrement, dont les membres de son parti en octobre 2021 ont été arrêtés parce qu'ils voulaient organiser Ingabire Day au Rwanda.
Et d'ailleurs, dans cette même rafle, il y a eu le journaliste Théoneste Nsengimana, le journaliste de Omobavu TV, qui était aussi reproché de vouloir organiser cette Ingabire Day. Et on les reproche tous. Bon, je peux citer quelques exemples de ces des adhérents d'Alpha Omolinzi. J'avais noté quelque part, c'est Marcel Habimana, Alexis Ruchuranganya, Emmanuel Masengesho, Sylvain Sibomana, Hamad Hagengimana, Jean-Claude Ndaïchimier, Alphonse Moutabazi, Joyeuse Ouatouje. Je ne sais pas si la liste continue, je crois. C'est Théoneste Sengima qui était journal, qui voulait encadrer cet événement. Et on leur reproche d'avoir suivi une formation en téléconférence sur 2 ouvrages, sur l'ouvrage Blueprint for Revolution et Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. Donc, c'est-à-dire que je me pose la question, faut-il louer alors les gens qui ont pris les armes pour lutter contre le FPR? Parce qu'apparemment, c'est le seul langage qu'ils comprennent, puisqu'ils emprisonnent les gens qui veulent combattre la dictature sans armes. On ne sait pas dans quel monde on est. Donc, tous ces gens-là sont détenus à la prison de Mageragere à Kigali. Donc, pour montrer que la liberté d'expression est vraiment nulle au Rwanda. Les journalistes et leurs droits sont bafoués. D'ailleurs, il y a un certain journaliste d'investigation qui est au Rwanda, qui s'appelle John William Nwari. John William Nwari, je ne sais pas si vous le connaissez, monsieur l'ambassadeur, certainement, et qui est harcelé sans cesse. Donc, il a une chaîne de TV, Pax TV, Irebe News. D'ailleurs, il a décrit la technique du FPR en ces termes. Il a dit lancer une campagne contre une personne et porter atteinte à son image à tel point que l'opinion publique va commencer à penser qu'elle est dangereuse pour la société. Il devient alors facile de l'arrêter. C'est le cas d'Idamaye, Yamouza Yvonne, qui s'est levée, c'est une rescapée du génocide des Tutsis d'ailleurs. C'était en 2021, en janvier 2021, qu'elle a commencé à vraiment montrer son ras-le-bol de ce qui se passe au Rwanda quand elle dénonçait les mesures draconiennes de protection contre la COVID au Rwanda, quand elle dénonçait la politique de gestion des sites mémoriaux du génocide. Oui, elle dénonçait également aussi les restrictions à la liberté d'expression. Et depuis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle végète dans les prisons dans les cellules de Mageragere. Venons à notre cher Tiouma Hassan Dieudonné. Son nom, c'est normalement Dieudonné Nionsenga, alias Tiouma Hassan. Et depuis novembre 2021, il est à Mageragere aussi, condamné à 7 ans de prison pour avoir fait quoi? Pour avoir tendu le micro aux paysans, aux pauvres gens qui réclament leurs droits. Il n'a rien fait, il a tendu le micro. Les gens exprimaient leur douleur, exprimaient l'injustice qui leur est appliquée. Et vous savez qu'il a été vraiment reporté aussi ce qui se passait à Kangondo, les viols de femmes de Kangondo par les soldats du FPR. Et je pense que c'est le seul qui a tenu la douleur de la population à cœur et qui voulait que ça soit mis au jour pour que peut-être, si les autorités n'arrivent pas jusque là-bas, qu'au moins il y ait une voix qui parle, qui leur dise, il y a ça, faites quelque chose. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu ce qu'est Kangondo précisément? Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le Rwanda ou qui ne connaissent pas… Kangondo, c'est une
un quartier de Kigali qui est bien visé, qui est bien vraiment. Je pense qu'on dit même que la famille du président veut avoir ces terrains. Et les gens qui habitent là, on veut les exproprier. On les a expropriés de force, sans donner de compensation valable. On voulait les mettre dans des imaginez-vous quelqu'un qui a une famille de 7 enfants, des enfants ont des chambres, les parents ont des chambres, il y a même une chambre pour les visiteurs. On veut les mettre dans un appartement, dans un studio avec deux pièces. Imaginez, 5 personnes, 7 enfants ou 5 enfants dans une pièce et l'autre, c'est vraiment, c'est inhumain ce qu'ils font. Donc, c'est Kangondo, c'est ce quartier-là qu'on veut. Je sais pas si, je pense qu'il y a eu une partie des gens qui sont partis de force. Et dernièrement, il y a eu des caterpillars qui sont venus détruire tout ce qui restait. Et parce qu'on leur dit il faut absolument partir. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le président Kagame, quand il a entendu les doléances des gens, il a dit « Oh, nous, dans d'autres pays, on vous prend avec les caterpillars, on prend le caterpillar, on détruit les maisons avec les gens, on va les jeter dans la poubelle. » Donc, je dis, si une personne, un chef d'État ose prononcer ces mots-là, ça dit beaucoup sur quoi il est, c'est qui lui, ses pensées, c'est quoi. Donc, pour lui, la population ne représente rien. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que c'est la famille du président qui veut avoir la main sur ces terres. Donc, Kangondo, cette partie de Kigali, un quartier de Kigali bien vu, bien placé, et on exproprie les gens sans compensation valable. Ouais. Et vraiment, c'est Kyuma qui a osé faire un reportage poussé presque chaque jour. Il a tendu le micro aux gens et ils ont exprimé vraiment ce qui tenait à cœur pour que Kyuma le faisait comme journaliste, comme la voix du peuple, pour que les hauts placés puissent entendre ça et faire quelque chose. Ce n'est pas seulement Kangondo, vous vous rappelez, à Ouamagana, il y avait un cas d'un jeune homme qui venait d'être tué en plein jour et on voulait même pas donner le cadavre à la famille pour l'enterrement. Kyuma s'est investi. Il a été reporté ça jusqu'à ce que le corps soit donné à la famille pour l'enterrement. Et il a risqué sa vie là. Mais il a dit, j'ai donné ma vie à la population, à mon pays, à mes compatriotes. Je ne reculerai devant rien. Aussi longtemps que je parle pour le bien du peuple, je le ferai. Et n'oubliez pas que c'est lui, le seul journaliste, je crois, qui était à l'enterrement de Kizito Mihigo. Et il a osé dire qu'il avait des blessures sur les 2 joues, au front. Qu'il avait donc vu le corps. Il avait vu le corps. Kizito Mihigo dans le cercueil. Ouais. Effectivement, il avait constaté plusieurs blessures sur le visage du chanteur Kizito Mihigo, qui a été assassiné lui aussi par la police rwandaise. Par la police rwandaise, oui. Il a osé le dire. Et ça, le gouvernement ou les gens, là, ils ont une rancune. Ils n'ont pas digéré ça. Après, ils l'ont poursuivi, ils l'ont suivi, ils ont fait tout pour le coincer. Et ils sont arrivés à inventer n'importe quoi. Et maintenant, il est en prison. Alors, il faut rappeler peut-être, Madame Mutega, oui, que le gouvernement prétendait que notre jeune frère, notre héros, Kizito Mihigo, s'était pendu dans sa cellule. Et donc, que Kyuma Hassan ait révélé la vérité,
Oui, C'est une ça, grande contrariété pour le gouvernement rwandais. bon, Et donc, vraiment, ouais. Parce que il y quand on se aura- suicide, on n'a pas de blessures partout, pas. Mais ce qui fait qu'après, il a dit, peut-être, on lui a fait dire en prison, peut-être quand il était en train de mourir, il cognait à gauche, il cognait à droite, il cognait le front, et des bagatelles parce qu'on lui avait dit, ce que tu as dit là, tu dois le démentir. Il ne pouvait plus démentir ça correctement. Il ne pouvait pas, il avait dit la vérité. Mais les autorités rwandaises, je ne sais vraiment pas ce qui se... C'est atroce. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas quand ils ne connaissent pas vraiment le Rwanda. Quand ils connaissent, ils disent, mais ça ne peut pas exister, des choses comme ça. Mais si, ça existe. Et nos journalistes en pâtissent. Pas seulement les journalistes, j'ai cité d'autres cas, des politiciens aussi qui ont été assassinés et torturés, qui sont aussi en prison. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le droit d'expression, droit de presse. C'est pour ça qu'on cite surtout Tuma Hassani, qui est vraiment en train de souffrir, qui subit une torture inhumaine. Sa sœur a été le voir, il lui a raconté, il lui a montré des blessures un peu partout sur le corps, des blessures fraîches, vraiment il saigne, vraiment des blessures qui saignaient encore. Et donc, et même malgré que lui, quand il apparaît devant la justice, dans les tribunaux, il dit, je suis torturé. Mais ils ne veulent rien savoir. Les autorités judiciaires ne veulent rien faire, ne veulent pas faire d'enquête pour au moins établir les faits et les responsabilités éventuelles. Non, ils ignorent complètement. Donc, alors, quel message pouvons-nous envoyer à tous ceux qui regardent cette émission et aussi aux autorités rwandaises d'ailleurs, à nos compatriotes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais Tchouma Hassan subit une torture morale, une torture physique. Il est torturé physiquement, tout le monde le oui, sait. Tous ceux qui lui ont rendu visite l'ont confirmé, mais aussi, quand je dis tous ceux qui lui rendent visite, non, on n'accepte même pas que les gens, que ses amis, que la famille lui rendent visite. C'est très exceptionnellement qu'on permet à son père, après l'avoir fait patienter, ou j'allais dire patienter, attendre pendant des jours avant sans, qu'il puisse sans voir vous son couper la fils. parole, il a été incarcéré le premier jour qu'il a été le voir aussi. Il a Le été père aussi arrêté. a été mis en prison Ouais. parce qu'il est venu visiter son fils, rendre visite à son fils, emprisonné dans les prisons de Kigali. Eh bien, tout ça, en fait, dévoile un acharnement particulier. On s'acharne à le torturer, à lui faire mal, à le mettre dans des conditions éventuellement où il pourrait décéder, disparaître. On ne lui permet pas de se faire soigner parce que tout simplement, il détient une grande part de vérité. Et Yuma Hassan, comme on le connaît, le jour où il sera libre, il va quand même témoigner. C'est pourquoi le gouvernement s'acharne sur son cas, sur lui, pour le faire taire définitivement. Pour Et le cela faire. est inacceptable. Non, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Je fais appel à tout le monde, les Rwandais, les Rwandaises, les gens, les amis du Rwanda, les gens de Human Rights Watch, les gens de toutes les organisations non gouvernementales, vraiment de faire quelque chose, de faire pression sur le gouvernement rwandais pour qu'il donne un jugement correct à Tchuma Hassani, Dieudonné, Nyonsenga, et qui le libère d'ailleurs. Il est innocent, il n'a rien fait. Qui le libère et qu'ils arrêtent tout de suite la torture à son égard. J'ai lu dernièrement dans une association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture qui ont fait aussi appel à la mobilisation pour vraiment faire quelque chose pour faire pression au gouvernement rwandais pour qu'il libère Tchuma. Et d'ailleurs, par l'occasion, il y a eu une lettre qu'ils ont préparée. Et cette lettre, on peut la télécharger et la personnaliser
mettre, vraiment, je la personnalise. Ils ont préparé ça, c'est très bien. On n'a pas besoin de réfléchir, de rédiger. On prend seulement, on met son adresse, on met son email, et puis on envoie au Rwanda. Et il faut l'adresser aussi, surtout au docteur Emmanuel Ougira-Cherouja, c'est le ministre rwandais de la Justice actuellement, non? Oui, oui. Il faut vraiment, monsieur l'ambassadeur, je vous prie de mettre ce lien au bas de cette entrevue pour que les gens puissent télécharger cette lettre et vraiment l'envoyer. C'est l'envoyer au ministre de la Justice. C'est vraiment, on ne peut pas arrêter tout de suite ça, mais on peut contribuer en téléchargeant cette lettre, en se l'appropriant et en l'envoyant. On fait une action importante contre la torture. Et c'est l'organisation ACAT. L'organisation En ACAT. abréviation, mais vous avez bien donné le nom entier. ACAT. C'est ceux qui connaissent l'ACAT sans savoir nécessairement ce que ça signifie. C'est bien cette association. Ouais. On va mettre le lien sur l'écran, comme ça, tous ceux qui souhaitent y accéder pour exactement télécharger cette lettre et l'envoyer à qui de droit. Très bien. Oui, vraiment. Il faut qu'on soit actif, qu'on fasse quelque chose. Et on est capable de faire quelque chose. Il ne faut pas rester dans la léthargie là. Non, il faut se réveiller, il faut être actif, participer à la vie de notre pays, sauver nos gens, nos peuples, notre population. Je vous remercie beaucoup, Madame Chantal Moukéga, pour cette alerte, parce qu'il faut absolument que des jeunes comme Tchoum Hassan vivent au Rwanda, qu'ils soient les témoins de l'histoire actuelle de notre pays, qu'ils disent la vérité, surtout au nom de la population, dans l'intérêt de la population la plus pauvre. Ouais. C'est ça Tchoum, en fait, c'est aussi ses camarades. Et lancer une alerte en faveur de Tchoum, ça ne veut pas dire oublier ses camarades, les journalistes, youtubeurs et autres qui sont en prison avec lui, mais qui ne sont peut-être pas... le gouvernement ne s'acharne pas sur eux autant qu'il le fait à l'égard de Tchoum Hassan. Dieu merci. Mais l'alerte que nous lançons, évidemment, est valable aussi pour tous ses camarades, surtout ceux qui ont été arrêtés parce que tout simplement, ils ont eu l'intention de célébrer Ingabire Day. Et tous les autres, les prisonniers politiques dont vous avez donné quelques noms, eh bien, on continuera à faire des émissions comme ça pour alerter le monde et la communauté rwandaise sur le cas de ces compatriotes qui ont été jetés en prison comme ça, sans raison, sans motif valable, sans justice qui respecte les droits humains. Eh bien, je vous remercie d'avoir développé ce chapitre. Alors, le deuxième point, comme je l'avais dit, ça concerne la commémoration actuelle qui a été instituée par Rwanda Bridge Builders, c'est-à-dire les bâtisseurs du pont interrwandais. Oui, la commémoration. Et pour glisser bien dans cette partie, je cite Aimable Karasira qui va nous introduire bien, parce que rescapé du génocide des Tutsis, qui était enseignant à l'Université du Rwanda, propriétaire d'une chaîne aussi, Kuri Mbona, La Vérité que je vois, qui a été arrêté en mai 2021. Pourquoi? Pour avoir exprimé sa douleur, pour avoir pointé du doigt les soldats du FPR qui ont assassiné sa famille, une partie de sa famille. Une partie de sa famille a été assassinée par les Interahamwe, donc les milices Hutus, et une autre partie par les soldats du FPR. Et quand il a osé dire le chagrin qui est sur son cœur, pour qu'il se guérisse de sa dépression, pour pouvoir parler haut et fort, cracher tout, pour qu'on l'écoute en fait. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? La récompense, c'est le mettre en prison. En prison, là, une VG. Donc, il est accusé de négationniste. Donc,
le FPR ne cesse d'utiliser le récit du génocide des Tutsis comme un instrument de musulman des voix dissidentes, des voix de l'opposition. Et justement, on va parler de cette partie qui nous introduit dans la commémoration du génocide des Hutus. Et Monsieur Jean-Marie Vianney, Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup, vous, en tant que chairman de RBB, Rwanda Bridge Builder, d'avoir initié cette action, cette commémoration du génocide des Hutus. Merci, merci. C'est vraiment louable. C'est louable d'avoir institué la commémoration du génocide des Hutus et d'avoir choisi la date du 1er octobre comme jour annuel de commémoration du génocide des Hutus. Pourquoi? Parce que cette date fut le début du calvaire que vit le Rwanda jusqu'aujourd'hui. La communauté Hutu a fait un pas de géant dans la libération des Rwandais, toutes ethnies confondues d'ailleurs, parce qu'en brisant ce mythe de génocide de Tutsi, car Tutsi, comme toi, Hutu, tout le monde parle du génocide. Quand les gens parlent de ce génocide de Hutu, on est accusé, les gens qui ne s'occupent pas du génocide sont accusés de négationnistes. Et par conséquent, et quand on qualifie de négationniste, tu es sujet à des poursuites judiciaires pouvant entraîner des emprisonnements, des morts ou même être poussé à l'exil. Et vraiment, oui, je ne sais pas comment exprimer. Quand j'ai vu ça, que vous avez osé dire le génocide des Hutus, vous tenez bien sur vos deux jambes et vous déclarez la vérité. Parce que nier le génocide de dire qu'il y a eu un génocide de Hutus, ça ne veut pas dire qu'on nie le génocide de Tutsi. Pas du tout. Et les gens ont longtemps hésité, longtemps. Des Hutus aussi, il y en a même maintenant qui ne parlent pas de génocide de Hutus. En tant que Hutus, les Hutus qui n'osent pas le dire, on le dira quand ce sera reconnu. C'est qui va reconnaître ce génocide, si ce n'est la personne qui a subi ce génocide? Vous faites bien de préciser que parler ou évoquer le génocide des Hutus, ce n'est pas nier le génocide des Tutsis. En tout cas, c'est la position de Rwanda Bridge Builders, précisément, les bâtisseurs du pont interrwandais. Nous disons qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis, qui ont été ciblés comme communauté, mais nous disons aussi que avant même le génocide des Tutsis, il y avait un génocide qui était en cours depuis le 1er octobre 1990 et qui était commis par le mouvement rebelle de Paul Kagame contre les populations Hutus de toutes les régions qu'il a occupées et qu'il a administrées. Parce qu'il y avait une administration dépendant du FPR qui avait au sommet Paul Kagame précisément, chef militaire. Et donc nous avons, après des mois, après des années de réflexion, de discussion, d'analyse et de collecte des informations et des témoignages, nous avons conclu qu'effectivement, il y avait eu un génocide contre les populations Hutus depuis le 1er octobre 1990. Et ce génocide s'est prolongé et s'est poursuivi en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, dès 1996. Et donc, il y a eu des rapports émanant des Nations Unies, émanant de plusieurs organisations, de plusieurs associations internationales. Eh bien, à la fin du processus, nous avons donc pensé qu'il fallait rendre justice aux victimes et aux familles des victimes, tant que, en tout cas dans la mesure de nos possibilités, au moins donner le feu vert pour une commémoration annuelle des victimes Hutus, c'est-à-dire de nos parents. Et je signale que
notre organisation, ce n'est pas une organisation de Hutus. Nous avons des Hutus, des Tutsis, pas encore de Batwa dans notre organisation parce que nous travaillons à l'extérieur. Et en dehors du Rwanda, il n'y a pas beaucoup de ressortissants à Batwa, mais nous souhaitons vivement que ce mouvement, que ce courant de justice, je veux dire, s'étende au Rwanda. Nous ne demandons pas à nos compatriotes de le faire très ouvertement, parce qu'il y a danger, parce qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons rwandaises, parce que nous ne souhaitons pas que les gens soient assassinés ou massacrés à cause de nos idées, mais c'est un courant qui ne va plus jamais s'arrêter. Et vous avez bien fait de le signaler. Et merci beaucoup, Madame Mutega. Je vous en prie, Monsieur l'ambassadeur. C'est d'ailleurs une bonne occasion pour rompre avec casser cette discrimination mémorielle que le Rwanda a imposée à la majorité de compatriotes. Parce qu'on oblige une partie à se taire, ne pas parler de leurs douleurs, ne pas évoquer les leurs qui sont perdus, qui sont morts pendant le génocide. Et on leur interdit même de montrer un visage triste quand les autres commémorent. Cette discrimination, je trouve que c'est vraiment criminel de choisir dans les souffrances humaines celles qui nous plaît d'honorer, celles qui nous indiffèrent d'ignorer, ou même celles qui nous arrangent de jeter quelque part, de jeter dans les poubelles. Comme l'a dit Kagame, au lendemain de la prise du pouvoir, il a dit, en s'adressant aux Tutsis, qu'il est soi-disant venu délivrer du mal, qu'il faut qu'ils mettent leurs souffrances dans un tiroir et fermé. Il a dit publiquement, fermé, mais pour des années plus tard, pour faire de la commémoration des Tutsis une source de revenus, une source intarissable de devises, comme l'a bien expliqué Ida Magne, Yamuriza Yvonne. Et cela lui a valu une tentative d'assassinat et finalement un emprisonnement où elle végète maintenant en prison pour rien, parce qu'elle a osé dénoncer quelque chose. Elle a osé dire qu'elle en a marre de voir qu'on utilise qu'on étale les os des siens, des miens, des tiens, pour faire entrer des devises. C'est le même cas pour Karasira aussi. Donc, arracher les êtres de leur travail, arracher les hommes de leur famille, arracher les mères de leurs enfants, et par-dessous tout, dénigrer la commémoration à une partie de la population rwandaise. Ça, c'est vraiment écœurant. Maintenant, se pose une question sur l'avenir de notre pays, justement, par rapport à cette discrimination mémorielle. Est-ce que vous pensez, Madame Mutega, que l'unité nationale peut vraiment exister, ou alors le processus de réconciliation est-il sincère et solide, pensez-vous, tant qu'il y a des discriminations de cet ordre, lorsque les citoyens d'un pays ne se sentent pas concernés par la mémoire des leurs, ou alors qu'ils ont des mémoires dispersées, j'allais dire, éclatées. D'ailleurs, comme l'a dit le docteur Denis Mukwege, il ne peut y avoir de réconciliation sans justice. Aussi longtemps que les auteurs des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ne seront pas jugés, il n'y aura pas de réconciliation. Et par conséquent, il n'y aura pas de paix dans le Rwanda. Et d'ailleurs, dans la région des Grands Lacs, il faut qu'il y ait justice. C'est pour ça que cette action que vous avez initiée, Monsieur l'ambassadeur, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense que ça va déclencher petit à petit une action pour entreprendre vraiment quelque chose contre
cette discrimination, donc aussi pour pouvoir conduire ces gens-là devant les tribunaux et qu'ils répondent de leurs actes. Sinon, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix au Rwanda. Et c'est à nous vraiment de clamer haut et fort qu'il y a eu aussi un génocide de Hutus perpétré par le FPR Kagame Imotani. Et cela ne fait pas de nous des négationnistes, puisque nous savons bien qu'il y a eu un génocide de Tutsis. Et moi, je me dis, je m'adresse surtout au FPR, je leur dis, quand vous, le FPR Kagame, vous proposerez à tous les enfants du Rwanda la prise en considération de toutes les souffrances des humains à travers l'histoire, sans quantification, sans qualification. Quand vous, le FPR, vous aiderez le peuple rwandais véritablement à se construire dans le respect de l'autre. Quand vous, le FPR, vous donnerez des promesses de protéger tous les opprimés, toutes les femmes opprimées, tous les déshérités, tous les enfants déshérités. Et en général, quand vous, le FPR, je saurai ce que vous n'êtes pas. Quand vous, le FPR, ne serez plus ce que vous êtes. Le peuple rwandais, dans son entièreté, cessera d'être en deuil de leur pays tant chéri. Et si on ajoute que ce génocide, en fait, a concerné, d'après nos études, nos analyses, et surtout selon le rapport Mapping qui a été produit par les Nations Unies, c'est un rapport qui date du 1er octobre 2010, eh bien, il a déterminé, il a documenté plusieurs sites de massacres ciblés contre, bien sûr, les Hutus rwandais, réfugiés en RDC, mais aussi contre les Hutus burundais, qui étaient réfugiés dans ce pays, et même contre les Hutus congolais, dans les régions habitées par ces derniers, qu'il y a eu un acharnement particulier contre cette population pour son origine Hutu. Alors, naturellement, ce génocide, pour devenir congolais carrément, s'étend aussi à toute la population congolaise. Il faut savoir que depuis que le Rwanda a agressé le Congo, qu'il l'a occupé, qu'il a perpétré des massacres un peu partout, a fait aujourd'hui plus de 12 millions de morts en République démocratique du Congo. Si ce n'est pas un génocide, ça, il faudra peut-être changer le sens du mot génocide. Et donc, lorsque nous avons institué cette période de commémoration, bien sûr, nous pensons en tant que Rwandais aux victimes Hutus du Rwanda, mais nous n'oublions pas nos camarades du Congo et du Burundi. Mais nous associons aussi, bien sûr, les victimes congolaises. Les millions de Congolais tués par le gouvernement qui est censé être celui de notre pays, qui devrait normalement veiller sur la paix régionale. Au contraire, il a massacré une population des pays voisins et cela n'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, la guerre du M23, justement, c'est cela aussi, c'est la prolongation de cette entreprise de déplacement des populations, des massacres des populations congolaises pour y installer des populations rwandaises ou autres. Eh bien, c'est cela qui nous a poussé à prendre le taureau par les cornes, à dire la vérité. Nous l'avions toujours dite à notre manière, et cette fois-ci, c'est officiel et c'est rendu public par les différentes déclarations que nous avons faites. Le FPR de Paul Kagame a commis des génocides dans notre région et au Rwanda en particulier. Et vraiment, je vous remercie d'avoir abordé cette question qui est importante. Ceci dit, si vous avez un message de la fin que vous pouvez destiner aux Rwandais, aux pays de la région, et pourquoi pas à la communauté internationale, eh bien, la parole est à vous, Madame Mutega. Oui, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Le détail m'avait échappé que c'est le 1er octobre, la sortie du rapport Mapping. Donc, vous avez choisi vraiment une date très significative, très lourde de signification. Et je pense que l'histoire vous en remerciera vraiment. 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 Quand j'ai vu
moi, vous ne pouvez pas comprendre comment je vois l'importance, l'odeur. Vous avez dépassé tout le risque, comme vous dit, on va vous tuer, on va vous assassiner, on va vous traiter de négationniste, vous allez tomber en prison. Non, vous avez dépassé tout ça, vous avez vu la vérité. Vous avez dit, il faut qu'on se tient debout et on dénonce ce qui a dénoncé. Et vous avez rendu vraiment hommage à beaucoup de victimes Hutus. Beaucoup, beaucoup. Et j'appelle d'ailleurs tous les Hutus à venir témoigner. S'ils ont un témoignage, il faut vraiment qu'ils viennent témoigner ce qui leur est arrivé. Je ne sais pas s'il y a des Tutsis aussi qui pourraient témoigner. Parce que si les Tutsis aussi, parce qu'ils ont eu des amis Hutus et qui savent qu'ils ont été massacrés, ils peuvent témoigner aussi. Il y en a qui l'ont fait, madame. Il y en a qui ont témoigné. Très bien. Parce qu'ils considèrent qu'un Rwandais mort, c'est un mort de trop. Ouais. Et que de toute façon, une fois qu'un gouvernement ou une armée ou une rébellion s'acharne contre une population, c'est tous les Rwandais qui sont concernés par cet acharnement et une partie du peuple ne peut pas souffrir indéfiniment sans que ça ait des conséquences sur l'ensemble. Et donc, il y a des camarades de toutes ces ethnies qui ont témoigné et qui promettent de témoigner de toute façon, parce qu'ils ont vu. Il y en a même qui appartenaient au cercle du pouvoir de Paul Kagame, qui ont témoigné et qui ont confirmé que pour eux, selon les informations qu'ils ont maintenant et qu'ils ont toujours eu d'ailleurs lorsqu'ils étaient dans le système, que c'était vraiment un génocide concerté, planifié, organisé et ciblé contre des populations considérées comme des populations ennemies à éliminer, à exterminer, ou en tout cas dont il fallait réduire le nombre et l'importance dans le pays. Voilà, je vous remercie donc. La semaine prochaine, nous aborderons peut-être un autre aspect de cette question ou un sujet que vous aurez choisi comme d'habitude. Je vous dis encore un petit mot, une phrase, dire pourquoi la mémoire doit exister. Parce que l'existence d'une mémoire, c'est pour la lutte contre l'oubli. Une mémoire doit être véritablement partagée. D'ailleurs, la grandeur d'un pays, c'est d'assumer toute son histoire avec ses pages glorieuses, mais aussi sa part d'ombre. Notre histoire est celle d'une nation rwandaise et pas pour une partie de la population rwandaise. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. C'est bon, madame. Et donc, à très bientôt. Très bientôt. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?